Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente à vous d'abord. Vous avez sans doute vu mon nom sur les papiers, hein, donc Jean-Michel Longniot. Je suis philosophe de formation et alors je travaille à deux endroits. Je travaille à l'université de Namur, où j'ai un travail d'enseignant hein, de philosophie, et je travaille aussi dans le monde de la santé sur les questions éthiques. Et donc vous verrez indirectement que les deux métiers que je pratique se retrouvent dans la manière de présenter un peu le sujet. Bien, bien. Donc voilà pour me situer. Donc l'approche qui est la mienne, ce n'est pas une approche de psychologue. Donc ça c'est important que vous le sachiez. Ce n'est pas mon métier. Donc moi je ne suis que philosophe. Et en tant que philosophe, ce qu'on essaye de faire, c'est de... venez. C'est d'essayer de trouver des mots pour essayer de dire un peu les enjeux qu'il y a dans une thématique donnée. Donc ici c'est la question des familles qui a été choisie évidemment. Donc voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est de proposer un peu quelques réflexions autour de ce sujet-là. Alors, juste dire ceci en guise d'introduction, c'est que quand on réfléchit évidemment au thème des familles, il y a deux axes possibles évidemment. Hein. Donc d'une part, si vous avez vous-même fondé une famille, forcément il y a la question de savoir voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on éduque des enfants, est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait, enfin il y a toute une série de questions en tant que parents qu'on se pose. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on est tous issus d'une famille et que réfléchir à la question des familles, c'est aussi de réfléchir aux liens que l'on entretient avec ses parents. Qu'est-ce que c'est que d'être le fils ou la fille d'eux, même si mes parents sont décédés. Donc le problème, ce n'est pas de savoir s'ils sont encore vivants, mais voilà, comment est-ce que nous nous situons par rapport à notre propre famille, quel est l'héritage qu'on a reçu de cette famille, de cette histoire-là, et qu'est-ce que c'est que de vivre à partir donc d'une histoire familiale, bien évidemment. Donc les propos que je vais tenir ici, vous pouvez les comprendre dans les deux sens, c'est aussi bien par rapport à sa descendance et à ses enfants que par rapport à ses propres parents qu'on va donc essayer d'interroger à quoi sert une famille, ce qu'est une famille et les enjeux qu'il y a derrière une famille. Alors pour commencer tout de suite, vous avez vu que le titre tourne autour de la question de la perfection, hein, donc famille, je ne sais plus quel est le titre exact moi, mais c'est autour de la perfection, ou modèle de vie, modèle de perfection, voilà c'est ça. Donc je vais développer deux points. Alors le premier point c'est le suivant. Qui est un point qui me permet d'introduire en fait le second point que je verrai tout à l'heure. Dans le fond, que serait une famille qui serait une famille parfaite? Donc, s'il y a perfection pour une famille, ça correspondrait à quoi? Alors, spontanément, je ne sais pas comment vous réfléchiriez, mais en tout cas, moi, si je laisse libre cours à ma réflexion, spontanément, ce que je vais faire, c'est chercher du côté, parce que c'est souvent cela qui apparaît dans les débats, c'est chercher du côté des modèles familiaux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de bons modèles ou de moins bons modèles. Et vous savez que sociologiquement, depuis les années 70 environ, c'est vrai que ce que l'on constate, et c'est ce qui amène la question de oui, mais c'est quoi une famille et c'est quoi une bonne famille finalement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une véritable explosion des modèles familiaux. Hein, c'est un thème classique qui revient et qui ne fait que s'accentuer aujourd'hui. Donc l'idée d'avoir un modèle qui serait le bon modèle, c'est-à-dire quoi pour faire simple? C'est papa-maman, un garçon, une fille et un ordinateur. En gros, une famille normale, c'est ça aujourd'hui, une bonne famille. Eh bien, c'est vrai que ce modèle-là n'est plus nécessairement d'actualité, donc c'est-à-dire qu'il existe toujours, évidemment, et ça reste un cliché qu'on a en tête, mais qui rentre en concurrence avec toute une série d'autres modèles. Et on aurait parfois tendance à dire, ben oui, mais tous ces autres modèles, je veux bien dire qu'ils existent, qu'est-ce que vous voulez, ils sont là, mais c'est moins bien quand même que le modèle standard, une famille, ça doit être papa, maman, les enfants, donc deux enfants si possible, hein, je ne sais pas pourquoi deux, mais enfin, c'est souvent ce qu'on entend, un garçon, une fille. Et alors, quelles sont les alternatives que vous avez pour que vous voyez concrètement de quoi on parle? Dans les alternatives, vous avez par exemple la même famille sans ordinateur. Déjà rien que ça, ça a l'air d'être une boutade, mais je me souviens, donc, puisque j'ai des enfants, je me souviens que mes enfants petits allant chez des amis où il n'y avait pas de télévision, à l'époque c'était une télévision, n'empêche qu'ils en revenaient un peu surpris, quoi. Parce que ça les étonnait. Partout où ils allaient, il y a toujours une télévision, mais dans ces familles-là, il n'y en avait pas, ou pas d'ordinateur, par principe. Et c'est vrai que c'était déstabilisant pour eux. Mais enfin bon, ça c'était peu importe. Mais à côté de ça, maintenant, plus sérieusement, c'est vrai que vous avez les familles séparées, évidemment. Hein, est-ce que ce sont des familles à part entière, oui ou non, si les parents sont séparés? Vous avez les familles recomposées. Est-ce que ce sont des familles, oui ou non, éventuellement? Vous avez les familles monoparentales.
Est-ce que ce n'est pas des familles où il manque quelque chose? Ben, vous avez des gens qui vous disent ben oui, parce qu'il faut un père, une mère, etc. Enfin bref. Et puis vous avez aussi encore les familles avec des parents homosexuels, par exemple. Est-ce que ce sont des familles, oui ou non, qui sont acceptables? Et puis vous avez peut-être qui sont exceptionnelles aujourd'hui, mais n'empêche que dans les médias, on en parle peut-être plus qu'il ne faudrait. Mais enfin voilà, c'est un truc qui sort et qui devient une réalité, mais rare. Ce sont les familles dans lesquelles vous auriez éventuellement un des deux parents qui est donc transsexuel. Donc c'est des choses exceptionnelles, mais n'empêche qu'on en parle beaucoup dans les médias. Donc vous avez papa-maman, et puis à un moment donné, au cours de son histoire, ben, papa estime qu'il est en fait une femme et il fait tout ce qu'il faut pour se transformer en femme. Et donc, est-ce que ça déstructure, oui ou non, la famille? Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à dire, mais enfin, là, ça devient du grand n'importe quoi, ça devient du bricolage, et évidemment qu'en termes de ce que doit être une famille, ben, là, ce n'est plus une famille qui fonctionne, enfin, qui tourne rond, donc on respecte les gens, mais enfin, bon, quand même, on ne peut pas s'empêcher de juger éventuellement. Eh bien, par rapport à cette idée de qu'est-ce qu'une bonne famille finalement, est-ce qu'il y a un modèle qui serait quand même le critère qu'on devrait utiliser, donc de la famille entre guillemets parfaite, bon, c'est pas qu'elle est parfaite, mais enfin en tout cas ce serait la famille normale si vous voulez, et puis tout le reste ce serait quand même du bricolage. Eh bien, ce que je voudrais juste introduire ici comme petite réflexion, c'est la suivante, c'est que peut-être qu'on s'égare quand on essaie d'imaginer ce que doit être une famille bonne, à partir de modèles. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour reprendre les clichés normaux, enfin standards, mais je ne sais pas ce que vous pensez vous, mais si on reste dans les clichés standards, donc la famille normale, c'est la famille avec papa, maman et les enfants, quoi. Donc voilà, c'est ça. Et puis tout le reste, ce sont les avatars de la vie, ce sont les malencontres, les drames de l'existence qui font que, mais normalement, voilà, une famille, ça doit être cela. Eh bien, de juger les choses ainsi, c'est probablement une façon de s'égarer. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venu à ce constat-là. Donc je vous soumets cette lecture-là, à vous de voir si vous la suivez ou pas, évidemment. Il se fait que dans les années 1990-2000, donc j'ai eu l'occasion, de par mon métier, de participer à pas mal de débats, où à l'époque, ce qui était l'objet, c'était de savoir si les couples homosexuels pouvaient concevoir ou adopter des enfants. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'ils pouvaient fonder une famille à part entière. Et donc moi, je débarquais comme philosophe, donc en essayant de rester plus ou moins neutre, et j'assistais à des débats comme ça, des joutes entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Et ce qui se disait notamment, un des arguments qui m'a frappé, c'est le suivant, les gens qui étaient contre, évidemment, disaient « Écoutez, ça ne va pas votre affaire, c'est pas qu'on ne vous respecte pas, ce n'était pas une question de manque de respect, c'était absolument pas ça, c'était sur le fond, ça ne va pas, pourquoi? Parce qu'un enfant a le droit d'avoir une mère et un père. Or, vous pouvez retourner le problème comme vous voulez, vous proposez un modèle où soit il y a deux femmes qui s'occupent d'un enfant, soit deux hommes, vous les appelez comme vous voulez, mais en tout cas, la fonction de père dans un cas ou la fonction de mère dans l'autre cas est absente, et dans l'éducation d'un enfant, on sait bien que c'est un problème. Donc ça ne va pas. Donc, vous voyez bien, sous-entendu, il y a une bonne famille. La bonne famille, c'est où il y a papa et maman. Voilà. Alors, que répondaient les homosexuels ou les gens qui soutenaient la cause des homosexuels? Eh bien, ce qu'ils soutenaient, c'était ceci, c'était de dire, écoutez, si vous prenez, et ça m'avait parlé, je vous avoue, ça m'avait en tout cas interpellé, et puis ça m'a parlé, il disait, si vous prenez comme modèle, si vous prenez comme modèle pour voir ce que devient un enfant, donc le couple papa-maman hétérosexuel, alors, je vous en prie, il n'y a pas de souci, alors vous avez un souci. Alors, le souci, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de nous dire que si on sort du modèle, l'éducation des enfants va être problématique. Et donc, ils ne seront pas heureux ou ils auront des problèmes psychologiques ou que sais-je d'autre. Or, si vous prenez les études qu'on avait déjà à l'époque et qui continuent aujourd'hui à exister et qui manifestement vont dans la même direction, on se rend compte que dans le modèle des familles avec des parents homosexuels, les enfants ne vont pas nécessairement mal. Donc il y a des enfants qui effectivement ont des difficultés, mais on constate qu'il y a des enfants qui grandissent très bien dans ce modèle-là. Donc si vous dites que l'argument c'est quoi? C'est il y a un bon modèle. Et si vous en sortez, ou attention, plan catastrophe, on devrait voir sur le terrain des enfants malheureux, d'une manière ou d'une autre.
Comprenez? Enfin, c'est logique. Or, eux, ils venaient avec un fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en attendant, c'est un fait dans les études que l'on a, c'est que, effectivement, donc, les enfants... Sûr, mais il en sort de tous les côtés. Installez-vous. Oui, bonjour, je vous en prie. Voilà. Donc il dit ça. Et puis, par ailleurs, ils avaient un argument du même genre, mais qui retournait au camp adverse. Ils disaient, et si le modèle, si c'est toujours une question de modèle, et que le modèle papa-maman, hétérosexuel, homme-femme, est un bon modèle, parce que c'est ça qui est en jeu dans l'affaire, alors expliquez-moi pourquoi, dans ce modèle-là, il y a des enfants qui grandissent mal. Et là, je vous avoue qu'en termes de raisonnement, si vous prenez les choses bêtement, donc d'abord, il faut s'assurer que dans la réalité, c'est bien ainsi que ça se passe. Hein. De fait, on voit qu'il y a des enfants qui vont bien dans des modèles un peu bizarres, il y a des enfants qui vont mal dans les modèles standards. Ça amène quoi comme question? En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de parade ou de démonstration pour essayer d'infirmer ça. Je me suis dit, donc ça veut dire que si on doit réfléchir à ce qu'est une famille, on ne doit pas se braquer sur le modèle familial incarné par cette famille. Le réflexe qui serait de dire une famille monoparentale, c'est nécessairement une famille qui va mal, c'est peut-être un peu rapide. Partir du principe qu'une famille où il y a des parents homosexuels, ça ne peut être qu'une catastrophe, peut-être qu'on ne peut pas s'empêcher de penser et de juger, mais en attendant, dans les faits, ça ne se vérifie pas nécessairement. Et penser par conséquent qu'une famille où il y a un homme et une femme, évidemment ça va bien aller, là aussi, il vaut mieux être prudent parce que la réalité, malheureusement, infirme ce genre d'affirmation. Du coup, alors quoi? Alors, il y a une tendance dans notre société pour dire, donc ça veut dire que tout est possible, tout est permis et il n'y a pas de morale à avoir. La question de la perfection, tout est parfait, si vous voulez, dans le meilleur des mondes. Non, on constate quand même qu'il y a des enfants qui vont mal dans certaines situations, et manifestement, ce n'est pas lié au modèle familial. Donc, ça veut dire que la question qu'on doit se poser, c'est, quel que soit le modèle familial qu'on arrive à incarner, parce que la vie nous rattrape et qu'on fait ce qu'on peut bien souvent, n'empêche, donc la question c'est, que doivent faire ces gens-là qui prétendent avoir une famille ou fonder une famille, pour que, quelles que soient les situations dans lesquelles ils sont, eh bien, cette association de personnes, ce groupe de personnes, je ne sais pas comment vous le dire, donc, fasse son travail de famille, que ça fonctionne. Puisque ça peut bien fonctionner dans un cadre, pour reprendre l'exemple, homosexuel, mais qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là pour que, malgré le fait que ça soit un peu étonnant, n'empêche que ça peut marcher bien? Ou, si vous voulez, pour le dire autrement, dans un modèle classique, mais qu'est-ce qui se passe pour que ça marche mal? Et que vous ayez des enfants finalement qui soient en souffrance. Donc la question, si vous voulez savoir mais c'est quoi une bonne famille, ce qu'il faut probablement faire, ça c'est le premier truc auquel je voudrais vous inviter, c'est sortir des clichés où on va juger en fonction de l'apparence familiale pour essayer de comprendre que ce qui fait qu'il y a de bonnes familles ou des familles qu'on dira dysfonctionnantes, ce n'est pas que ce sont de mauvaises familles ou de mauvaises personnes, mais ça dysfonctionne, c'est une question de dynamique, de ce qu'on y fait dans ces familles. Et c'est là que vous avez un critère qui vous permet de savoir ce que pourrait être, pour revenir vers le titre, quelque chose comme une forme de perfection pour les familles, bien évidemment. Donc voilà la question. Alors ça m'a mis en mouvement, donc quand j'en suis arrivé à cette conclusion-là, et donc vous comprenez aussi, donc pour le dire autrement, quand on fait de la philosophie, en règle générale, ce qu'on essaye de faire, c'est de sortir de la morale. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une morale, donc vous comprenez bien ici, il s'agit de réfléchir pour ne pas tout banaliser non plus. Mais si vous partez des clichés moraux que vous avez en tête pour comprendre le réel, en fait vous êtes déjà en train de couper dedans et de partir avec des a priori et vous ne comprenez pas les gens que vous avez en face de vous. Donc ce que vous devez toujours faire quand vous réfléchissez à quelque chose, en tout cas dans une démarche philosophique, c'est d'abord de suspendre vos jugements a priori pour essayer de comprendre la réalité et de l'interroger sans a priori autant que faire se peut. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire ici, en tout cas c'est ça que j'ai été plus ou moins amené à faire. Et quand vous vous demandez donc, mais nom d'un chien, donc voilà, quelle est cette dynamique qui doit être à l'œuvre pour que, quel que soit le modèle familial, ça fonctionne bien, même dans une famille monoparentale, même dans une famille séparée, même dans une famille, enfin quels que soient donc les aléas de l'existence des gens
qui composent cette famille-là. Eh bien, quand vous essayez donc de voir les choses d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire on va essayer de prendre ici de la distance, on va essayer de voir aussi dans les autres cultures comment ça fonctionne pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est relativement universel et qui est propre à toutes les familles, qui fait qu'une famille, ce n'est pas un club de sport, ce n'est pas un groupe d'amis, c'est une famille. Ici, il passe quelque chose de particulier, qu'il n'y a que dans les familles que ça se passe. Eh bien, quand vous faites donc une analyse qui est anthropologique, enfin pour utiliser des grands mots, eh bien, c'est vrai que vous arrivez à une conclusion. Donc, il y a 1000 choses qu'on pourrait dire. Un psy vous dirait la même chose autrement. À quoi sert une famille finalement? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique par rapport à n'importe quelle autre association d'individus? Eh bien, c'est qu'une famille, ça ne sert qu'à une chose, donc en tout cas au niveau universel, ça sert à être quitté. Un club d'amis, non. Un groupe de sport, pas. Vous pouvez prendre n'importe quoi, on n'est pas obligé de quitter une association, si on s'entend bien, on peut rester. Mais une famille, c'est bizarre, mais ça travaille à quoi? Ça travaille à ce que les enfants puissent partir. Et du moment que cette famille, quel que soit le modèle, travaille à ce que les enfants puissent partir, elle aura fait son job. Et c'est pour ça que ça ne dépend pas des modèles. Vous pouvez avoir une famille donc classique, standard, avec papa, maman, donc hommes et femmes qui éduquent leurs enfants. Pour le dire par la négative, s'ils ne font pas ce qu'il faut pour que les enfants puissent partir à un moment donné, eh bien de fait, ça vous donnera des enfants en souffrance. Et pourtant, le modèle, il est standard, il correspond à nos standards, à nous occidentaux, mais pourtant, ça ne fonctionne pas. Et ça vous donne... Alors, je vais vous raconter un peu, donc on va développer un peu ça pour que vous compreniez, quand on dit ça vous donne des personnes en souffrance, ça veut dire quoi exactement? Alors, pour pouvoir répondre à cette question-là, il suffit tout simplement de se demander, mais concrètement, c'est quoi les familles qu'on ne peut pas quitter? Donc, quelles sont les dynamiques qui empêchent que les enfants puissent partir? Eh bien, en gros, quand de nouveau vous généralisez, donc ici on va rester dans des généralités, vous avez deux types de familles qu'on ne peut pas quitter, quel que soit le modèle en question. Alors, première dynamique qui empêche que les enfants puissent partir, c'est ce qu'on pourrait appeler, pour dire les choses simplement, les familles absentes. Alors, vous comprenez pourquoi, donc au niveau raisonnement, c'est très simple à comprendre. Comment pouvez-vous quitter votre famille si vous n'en avez pas eu? Donc, quitter une famille, ça suppose qu'on en a eu une. Et c'est pour ça que les psys vous diront, par exemple, donc, le lien affectif avec les parents est très important. Donc, quand on dit une famille c'est fait pour être quittée, n'en déduisez pas que donc il ne faut surtout pas s'investir dans les enfants pour qu'ils puissent dégager le plus vite possible. Non, non, il faut au contraire investir son enfant affectivement pour qu'il ait quelque chose à quitter quand il faudra le faire. Donc, les familles absentes, effectivement, bonjour, les familles absentes, donc effectivement, ça c'est une dynamique familiale qui concerne tous les modèles possibles et imaginables, bien sûr, et qui va éventuellement engendrer des difficultés. Alors, si vous voulez être un peu plus précis, famille absente, comment est-ce qu'on est absent? Il y a deux manières d'être absent dans les familles. Alors, première manière d'être absent, c'est quand physiquement les parents ne sont pas là. Soit un des deux parents est décédé, par exemple, ou les deux sont décédés, bien sûr, c'est le cas le plus grave, ou bien c'est quand, dans un système familial, un des deux parents ou les deux parents ne sont jamais là. Donc, par exemple, parce qu'on travaille, par exemple, parce qu'on a des obligations, par exemple, parce qu'on est retenu, enfin, bon, peu importe les raisons, ce n'est pas ça l'enjeu, mais le résultat, c'est qu'un des parents ou les deux parents ne sont jamais présents. Je vous donne une caricature ici, mais qui est une caricature réelle, mais je dis une caricature parce que ça reste exceptionnel, enfin, j'ose espérer, je n'ai pas fait d'études sur le sujet, mais dans les connaissances indirectes que j'ai, donc connaissances par des connaissances intermédiaires, eh bien, le cas d'une jeune fille, effectivement, qui est ici en Belgique et qui est prise en charge par une nounou, qui est payée par les parents, qui tous les deux travaillent aux États-Unis. Et ça va durer des années, donc ce n'est pas pour 15 jours. Alors évidemment, on a des moyens technologiques aujourd'hui pour rester en contact quand même et pouvoir échanger, donc via Zoom, tout ce que vous voulez, mais enfin, n'empêche qu'il n'y a pas de relation physique. Il y a une distance et c'est quand même une absence, il n'y a pas de présence dans la maison où les parents, de fait, ne sont pas là, c'est la nounou. Voilà, donc ça c'est une situation, les gens pour leur métier ont dû s'exiler, enfin partir en tout cas à l'étranger durablement, et pendant 3-4 ans, cet enfant qui est en plus dans la période de l'adolescence se retrouve sans parents à proprement parler. Mais maintenant ça peut être dans ce qu'on entend le plus souvent, en tout cas de mon époque,
Donc je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que l'égalité homme-femme, évidemment, a fait des ravages à ce niveau-là, mais de mon temps, ce qu'on avait comme reproche souvent, c'était des personnes qui vous racontent effectivement qu'avec mon père, c'est le désert. Donc maintenant, peut-être qu'on a plus ça avec les femmes aussi, qui travaillent également. Mais donc vous avez des personnes de mon âge qui disaient, si je dois me souvenir de ce que j'ai vécu avec mon père je le connais. Mais est-ce que j'ai fait des choses avec lui? Est-ce que j'ai partagé des choses? Est-ce qu'il y a un lien affectif qui a pu se nouer? Vous avez des gens qui vous racontent, mon père, il travaillait tout le temps. Quand il revenait, il était fatigué, il fallait qu'on lui foute la paix. Et donc, dans le fond, je n'ai aucun souvenir, sauf d'un homme qui était comme un voisin pour nous. Sauf que je savais que c'était mon père, évidemment, donc ce n'est pas un voisin, mais en termes de relation, ce n'était pas plus qu'avec mes voisins, dans le fond. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait de... Voilà, donc c'est des gens... Alors, ça vous donne quoi? Ça vous permet ce genre d'exemple banal, en tout cas de mon époque. Donc, ça vous donne des personnes qui vont grandir, hein, donc ces enfants vont évidemment grandir, ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir avoir une famille eux-mêmes éventuellement, mais voyez ce qu'on veut dire quand on dit ce sont des gens qui n'arriveront pas à quitter leur famille. Ça veut dire que quand vous discutez avec ces gens-là aujourd'hui, qui ont mon âge éventuellement, hein, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont vous raconter donc le désert total au niveau des relations avec le père ou la mère, ou les deux éventuellement, mais ce n'est pas simplement ça qu'ils vont vous décrire. Ils vont vous décrire, je trouve ça dommage. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Moi, je n'ai pas eu d'histoire avec ma famille. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont vous témoigner qu'ils sont dans une certaine forme de manque, diraient les psys, c'est-à-dire dans une certaine forme de souffrance par rapport à cette enfance qui a été un peu volée. Moi, mon père, moi, ma mère, je ne les ai pas connus. Alors éventuellement, ça peut prendre d'autres formes, ça peut être de la colère vis-à-vis de ces personnes. Donc mes parents, oui, soit ils se sont occupés de moi, mais quand même, je n'ai aucune histoire avec eux, et c'est dégueulasse, ils ne m'ont jamais vu, ils ne m'ont jamais considéré, et ce sont des reproches. Vivre, quand on est devenu adulte, vivre dans le regret d'une enfance qu'on n'a pas eue, vivre dans le reproche qu'on n'arrête pas de formuler à l'endroit de ses parents, c'est rester un enfant. C'est ne pas arriver à sortir de l'enfance dans laquelle on a souffert de cette absence. Et c'est ça que veut dire l'idée énoncée, on n'a pas quitté sa famille. Donc quitter sa famille, ça ne veut pas dire partir physiquement pour ne plus voir ses parents. Hein, c'est souvent ça qu'on entend, quitter sa famille, c'est que donc je dois partir de la maison. Vous pouvez rester dans la maison de vos parents si vous voulez, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que, diraient les psys, pour reprendre un vocabulaire qui est peut-être plus ordinaire, donc est-ce que psychiquement, vous arrivez à vous libérer de cette histoire dont vous êtes les héritiers, de telle manière que vous puissiez vivre votre vie et non pas que vous passiez votre temps à régler les problèmes de vos parents. Des enfants devenus adultes qui vivent dans la colère vis-à-vis de leurs parents qui n'ont jamais été là, par exemple, ce sont des gens qui sont devenus certes des adultes, mais qui, par un certain côté, sont restés cet enfant en manque de quelque chose. Quitter sa famille, c'est arrêter d'être un enfant, quel que soit l'âge qu'on a, et c'est pouvoir enfin vivre sa vie. C'est ne pas passer son temps à régler des comptes qui ne sont pas les miens. Donc ça, c'est un exemple. Donc famille absente, ce sont les familles qui, physiquement, un des deux ou les deux ne sont jamais là, et donc il n'y a pas de lien, et donc, voilà, je passerai, par exemple, je peux vous raconter le cas s'il faut vous donner des exemples concrets pour illustrer ça, le cas d'une vieille dame qui va mourir, et qui, donc elle le sait bien, donc voilà, et elle me dit ceci, elle dit, en tout cas j'espère que quand je serai de l'autre côté, je verrai enfin ma mère. Et alors, je ne comprends pas très bien ce qu'elle raconte, et c'est une dame qui m'explique que elle est née donc début du siècle, et sa mère est décédée au moment où elle a été mise au monde, ce qui à l'époque n'était pas fréquent, mais enfin ça arrivait, ça faisait partie des risques, on le savait bien. Bon. Mais n'empêche que c'est une dame, donc ça c'est ce que je vais apprendre après coup, qui a vécu dans une espèce de déni total autour de cette maman décédée. C'est-à-dire que personne ne lui a montré une photo s'il y avait une photo, on ne lui a jamais parlé de sa maman, c'était une souffrance, enfin je suppose que c'était ça, moi, donc je n'en sais rien, je n'ai pas vécu ça évidemment, mais enfin j'imagine qu'il y avait une telle souffrance qu'on ne parle plus de ça, c'est fini. Et donc cet enfant va être éduqué par la grand-mère et elle va vivre dans une espèce d'ignorance totale. Elle sait bien qu'elle a une maman, mais
qui, comment elle était, est-ce que j'étais désiré, pas désiré, enfin, toutes les questions qu'on peut se poser, silence de plomb. Et voilà une dame donc, qui est très âgée, qui entre-temps a mené sa vie, a connu les 2 guerres en plus, enfin voilà, mais qui a traversé tout ça, donc ça ne l'a pas empêché de vivre. Mais n'empêche qu'au moment de sa mort, enfin elle va mourir quelques semaines plus tard, donc en sachant que les carottes étaient cuites, eh bien une chose qui ressort et qu'elle dit à qui veut bien l'entendre, c'est « je me demande si quand je serai de l'autre côté, je verrai enfin qui est ma mère ». Et donc, quand vous interprétez ça, donc là, moi, je n'ai pas fait de la philosophie avec elle à ce moment-là, ça n'avait pas de sens, évidemment. Mais donc, dans les questions que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ce n'est pas donc quelqu'un qui a mené sa vie comme il a pu, mais avec toujours cet enfant en elle, qu'elle n'arrive pas à abandonner, cet enfant en manque de la maman que je n'ai pas connue et que voilà, toute ma vie, je me suis demandé qui était cette femme-là. C'est quelqu'un qui n'a pas pu quitter sa famille, qui est victime, pourrait-on dire, mais ça ne l'a pas empêché de vivre par ailleurs, mais victime de quoi? Du comportement des adultes autour qui n'ont jamais rien dit autour de sa maman, et toute sa vie a été quelque chose qui a été organisé à partir de là. Et c'est vrai qu'après coup, quand vous regardez comment elle a été une maman elle-même, etc., vous ne pouvez pas vous empêcher, à titre d'hypothèse, Bonjour, bonjour. Juste comme à la messe, il y a tout le monde qui rentre et qui sort. Je vous en prie, entrez, venez. Donc, on ne peut pas s'empêcher de se demander si donc, elle n'a pas été influencée quand même et qu'elle n'a pas porté donc, ce manque à travers toutes les décisions qu'elle a prises, etc., etc. Donc, voilà un exemple, famille absente, une maman absente ici par cause de décès, et comment ça peut rester une blessure, évidemment, si autour, il n'y a personne qui a incarné cette maman, en a parlé, en a fait quelque chose qu'un jour dont elle aurait pu faire le deuil, à l'âge venu, évidemment. Ici, pas de deuil possible pour elle, et donc une souffrance permanente, bien sûr. Mais les familles absentes, il n'y a pas que celles-là, il n'y a pas que les familles où physiquement, effectivement, les parents ne sont pas là. Vous avez un autre modèle de famille absente où, de fait, des gens se plaignent, et on voit bien que ce sont des adultes qui, par la suite, vont être en colère parfois contre leurs parents et vont rester en colère ou en tristesse par rapport à leur enfance. Ce sont des parents qui sont là, ils sont bien présents, donc là, pour le coup, ils ne sont pas absents physiquement, mais ils ne sont psychiquement pas présents. Donc ce sont, si vous voulez, concrètement, c'est quoi? Ce sont, et ça vous est peut-être arrivé si vous avez été parent vous-même, ce sont des parents qui sont préoccupés. Donc préoccupés par le boulot, préoccupés par leurs propres parents peut-être qui vont décéder, et donc on n'a pas la tête à s'occuper des enfants à ce moment-là évidemment, préoccupés par 1000 choses, enfin peu importe, on n'a pas à juger, mais de telle manière que, donc oui, je donne à manger, oui, je m'occupe du linge, enfin on s'en occupe quoi, hein, mais c'est comme si, c'est ce que vont dire les enfants, c'est comme si mes parents étaient des meubles à côté des meubles. Donc je dois bien dire que je n'ai manqué de rien, mais je n'ai aucune histoire avec ces gens-là. Enfin, ces gens-là, avec mon père ou ma mère. Et donc c'est aussi interpellant de voir, donc certes, on peut avoir été choyé, enfin en tout cas on s'est occupé de nos besoins, mais sans aucune relation. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne la même chose que tout à l'heure, des enfants qui vont grandir bien, qui feront des études, auront un boulot, tout ce que vous voulez, mais qui vont vivre toute leur vie dans le regret de ne pas avoir partagé quelque chose avec leur père ou leur mère. Donc ils ne me voyaient pas. Ils s'occupaient de moi, oui, mais sans me voir. Et du coup, ce regret-là, qui peut devenir un poison, qui peut devenir de la colère, de la rancœur, enfin tout ce que vous voulez, eh bien ça va les suivre toute leur vie. Et par exemple, pour que vous voyez en quoi on ne quitte jamais sa famille et en quoi ça va déterminer notre destin, vous avez évidemment des personnes devenues adultes qui vont elles-mêmes avoir des enfants, et qu'est-ce qu'elles vont faire plutôt que d'être actrice du désir d'avoir une famille et d'éduquer les enfants comme elles le souhaitent, eh bien vous entendrez des gens dire, en tout cas moi je vais éduquer mes enfants, mais certainement pas comme mes parents l'ont fait. Et quand vous entendez ça, d'abord c'est une illusion, mais peu importe. Mais quand vous entendez ça, vous comprenez que vous avez là en face de vous quelqu'un qui est en train de se battre en permanence par rapport à papa et maman. Et donc, ma manière d'éduquer mes propres enfants va encore être déterminée par ce que moi-même j'ai subi dans mon éducation avec mes propres parents. Et vous vous rendez compte, ça vous donne une porte ici, ceci dit c'est un thème annexe, mais ça vous donne une porte quand on parle, vous avez peut-être déjà entendu ce thème, de transmission intergénérationnelle. C'est un axe possible, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est un axe où on se rend compte que malgré soi, c'est vrai qu'on transmet des choses qui ne sont pas notre histoire. Ma manière de me comporter
est le résultat de l'histoire que j'ai eue, et si cette histoire est plus ou moins compliquée, voire malheureuse, ben, ce sont mes souffrances, à travers mon éducation de mes propres enfants que je transmets, et voilà que mes enfants deviennent héritiers d'une histoire qui n'est pas la leur. Et c'est là qu'on voit les dégâts. Donc quand on dit le slogan « Une famille, c'est fait pour être quittée », vous comprenez ce que ça veut dire maintenant peut-être un peu plus clairement. Donc l'idée, ce n'est pas qu'il faut partir physiquement, mais c'est comment je peux faire en sorte que mes enfants ne soient pas héritiers d'une histoire qui n'est pas la leur, et qu'ils puissent, autant que faire se peut, vivre leur vie, et pas celle que moi je voudrais, ou pas la mienne, ou pas celle que j'ai reçue parce que j'ai été pris dans des relations compliquées. Donc l'idée de l'éducation d'un enfant, si vous voulez, pour dire les choses de manière un peu générale et un peu creuse, c'est comment nous pouvons libérer nos enfants. Et les libérer de quoi? Les libérer bien souvent de notre amour, parce que c'est souvent là que, évidemment, ça coince, pour qu'ils puissent vivre en dehors de l'amour qu'on a pour eux. Enfin bon, donc ça c'est un axe possible. Donc les familles que l'on ne peut pas quitter, quel que soit le modèle en question, ce n'est pas une question de modèle, c'est une question, vous voyez bien, de ce qui s'y passe. C'est d'abord, si la famille effectivement est absente ou un des deux, il n'y a rien à faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais les enfants, ils vont le vivre d'une certaine façon. Et la question, c'est comment je pourrais m'en libérer de cette façon que j'ai vécu avec mes parents. Mais il y a un autre type de famille ou un autre type de dynamique familiale qui est aussi problématique et qui va empêcher le départ de la famille. C'est évidemment les familles exactement opposées aux précédentes. Ce sont les familles qui sont trop présentes, évidemment. Et là, vous avez aussi deux possibilités. Enfin, quand on généralise, quand vous essayez de dire les choses, parce qu'en fait, chaque cas est unique quand vous réfléchissez un peu, mais quand vous prenez un peu de hauteur, que vous laissez tomber les différences, vous arrivez à des catégories générales. Et donc ici, vous avez deux catégories générales qu'on peut épingler. La première, c'est laquelle? C'est la plus évidente, c'est celle qui vient à l'esprit, même théoriquement, c'est celle qu'on pense d'abord. C'est évidemment des familles où un des deux parents, voire les deux, sont dans ce qu'on pourrait appeler l'abus de pouvoir. Donc tu feras comme j'ai décidé. Quand vous avez un enfant qui grandit dans une famille où les parents désirent pour leur enfant, tu feras comme j'ai décidé, c'est moi qui sais, ce genre de choses, ça vous donne quoi? Ça vous donne des enfants qui apprennent très vite, pour certains d'entre eux en tout cas, qui apprennent très vite que quoi que je veuille, je ne peux le vouloir qu'à la condition que ça fasse plaisir à mes parents. Et vous voyez déjà le problème. C'est-à-dire que ce que l'on apprend à son enfant à ce moment-là, c'est tout simplement à être incapable de désirer par lui-même. Alors, je vais vous dire jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est l'abus de pouvoir qui peut passer par de la violence, etc. Bon. Jusqu'où ça peut aller? Quand je rencontre des gens et que je présente ce genre de sujet, après, parfois, on discute, etc., et il y a des gens qui m'expliquent « Mes parents sont morts. Ils m'ont pourri la vie. Ils étaient toujours là derrière mon dos, et tu dois faire ça depuis tout petit, etc. » Et une fois qu'ils sont décédés, évidemment, il y a des gens qui connaissent mon histoire qui m'ont dit « Maintenant qu'ils sont morts, profites-en. » Évidemment, maintenant qu'ils ne sont plus là. Parce que c'est vrai que même quand on mène sa vie et qu'ils sont vivants, donc en attendant, je suis parti de chez moi, j'ai ma famille, j'ai mon boulot, etc. Donc ce sont des gens qui disent « Oui, mais n'empêche que mes parents sont toujours là et je me sens quand même tenu si jamais ils apprennent. » Enfin voilà, et ça ne va pas. Je vous donne un exemple. Tiens, dans ce cas de figure-là, une dame qui m'explique donc mon mari et moi, on ne s'entend plus. Donc on va se séparer. Mais ça fait des années qu'on ne s'entend plus et ça fait des années qu'on dit qu'on va se séparer. Alors donc évidemment, question naïve, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Réponse, mais c'est parce que mes parents sont toujours vivants. Alors, du coup, on demande à expliquer un petit peu, et vous comprenez que vous êtes un peu dans le scénario que je vous décris, c'est que si jamais je me sépare avec mes parents qui sont toujours là sur mon dos, etc., mais c'est pas possible, je vais encore me faire sermonner, ça va les tuer, enfin bon, peu importe les raisons, mais donc voilà quelqu'un qui est pris dans une situation où ça lui appartient, elle veut se séparer. D'ailleurs, son mari est tout à fait... Enfin, son mari, je ne sais pas si c'est encore son mari dans ces cas-là, mais enfin, donc son mari est tout à fait d'accord aussi, donc c'est clair entre eux, mais ils n'arrivent pas à assumer leur situation parce que ça passe toujours par le prisme de papa-maman qu'on ne veut surtout pas choquer. Et vous voyez en quoi ça va. Voilà, quelqu'un qui est héritier d'une histoire, qui n'arrive pas à quitter sa famille, donc même adulte, elle reste un enfant qui a encore des comptes à rendre à un père ou à une mère qui fait autorité dans sa vie, quoi. Et c'est ça que ça empêche de vivre, et c'est pour ça qu'on vous dit une famille, c'est fait pour être quitté, dans le bon sens du terme. Enfin bon, donc j'en reviens à mon affaire. Donc la personne qui dit, donc mes parents sont décédés, donc j'entends mes copains, etc., qui me disent, maintenant, enfin, tu vas pouvoir respirer, fais ce que tu veux. Et ce sont des gens qui vous disent, comme quoi ça poursuit,
Mais même mort, c'est vrai que maintenant, je me suis surpris à me dire, alors ça, je peux le faire, quoi. Hein. Et quand il faut le faire, j'y arrive pas. Donc même morts, ils sont, donc on pourrait dire, si on devait dire les choses à la grosse louche, ils sont façonnés intérieurement de telle manière que quoi que je désire, même en l'absence des personnes que sont mes parents, n'empêche que je n'arrive pas à désirer par moi-même. Quoi que je désire, je ne peux le désirer que si, d'une façon ou d'une autre, eh bien, je sais que j'aurai l'approbation de mes parents. Ou sinon, maintenant, concrètement, je peux le faire, mais le corps ne suit pas, je n'y arrive pas. Parce que si ça peut déplaire à mes parents, je suis coincé, quoi. Alors, ce n'est pas qu'on doit faire des choses qui déplaisent à ses parents, mais vous comprenez, donc l'enjeu n'est pas là. Hein. L'enjeu, c'est le fait que je n'y arrive pas, évidemment. Et c'est là qu'il y a un frein, c'est là qu'il y a évidemment une impossibilité de vivre un peu sa vie, finalement, autant que faire se peut, bien évidemment. Donc voilà, vous avez donc premier cas de famille trop présente, ce sont évidemment les familles où il y a violence, où il y a abus de pouvoir, où on empêche les enfants de désirer par eux-mêmes, on leur dit ce qu'ils doivent faire, tu feras des études, enfin je ne sais pas quoi, ou des trucs comme ça où les parents croient qu'ils savent mieux que tout le monde ce que sont les enfants, et mieux que les enfants eux-mêmes, bien sûr. Et puis vous avez l'autre modèle familial où les parents s'imposent, mais d'une façon beaucoup plus subtile, et c'est peut-être le pire des modèles ou la pire des dynamiques ici, ce sont les familles qui sont débordantes d'amour. Donc il y a un amour qui est sain, évidemment. Mais faites attention parce qu'il y a des amours maladroits. Et dans les familles, parfois c'est le cas. Alors donc, débordant d'amour, ça veut dire quoi concrètement? C'est lorsque vous avez des parents, donc pour rester dans le schéma classique, c'est lorsque vous avez des parents qui sont tout le temps derrière leurs enfants pour les aider. Mais tout le temps. Et je vais te payer ça, et je vais garder tes enfants, et je vais payer ta machine à laver, et je vais... Une voiture, je te paye ta bagnole, et puis pars en vacances, c'est pas grave, on prendra tes enfants, même si j'ai pas envie, mais c'est pas grave. Parce que... et des parents comme ça qui ne savent jamais dire, aujourd'hui ça ne m'arrange pas. Quand vous êtes éduqué par des parents qui vous aiment de cette façon-là, débordante, donc vous avez compris qu'on a besoin d'être éduqué par des parents qui aiment. Mais il y a des amours maladroits, et quand on est pris comme ça en otage dans des amours qui sont effectivement dégoulinants, ça vous donne quoi comme individu? Ça vous donne des individus qui, s'ils sont un peu intelligents, en profitent d'abord, bien sûr. S'ils sont intelligents, tant mieux, donc mes parents me donnent, je prends évidemment. Hein. Mais ça peut vous donner ceci aussi, malheureusement, qu'avec des parents qui sont à ce point aimants, est-ce que j'oserais un jour les décevoir en faisant quelque chose qui pourrait les contrarier? J'ai peut-être, et ça c'est un thème dans le monde chrétien qui est terrible, hein, j'ai une dette vis-à-vis de ces parents qui m'aiment tellement. Si j'ai une dette, me voilà lié. Et si je suis lié, comment je fais pour quitter ma famille? J'ai une dette. Et même quand ils seront morts, j'aurai quand même une dette. Et je n'en sortirai jamais. Donc, vous comprenez, donc on vous dira ici, dans les thèmes généraux, un véritable amour, c'est un amour qui délie, qui rend libre. Mais un amour devient maladroit quand un amour enferme dans un sentiment de dette incompressible les individus. Et de telle manière que quoi que je fasse, c'est toujours, encore et toujours, pour faire plaisir à papa, maman. La question, ce n'est pas de savoir ce que je désire. La question, c'est de faire plaisir à papa et maman. Et quand vous avez des gens qui sont enfermés là-dedans, c'est vrai que quand on vieillit, la question qu'on peut se poser, c'est « mais est-ce que j'ai vécu ma vie, finalement? À quoi est-ce que j'ai passé mon temps ?» Et c'est des gens qui, parfois, dans les débats que je peux avoir, dans les discussions que je peux avoir avec certains, il y a des gens, parfois, qui laissent passer l'idée que j'ai peut-être pas vécu ma vie. Non seulement c'est passé vite, ça c'est pour tout le monde, mais en plus, c'est peut-être pas la vie que j'aurais dû mener. Je l'ai peut-être menée pour faire plaisir à d'autres et pas à partir de ce que moi je suis. Et le drame, parce que en général, on se rend bien compte qu'on est vite dans une impasse, parce que quand on demande à ces gens-là, vous n'avez pas vécu la vie qui était soi-disant la vôtre, mais vous êtes qui alors? Et ce qui est terrible, c'est que quand on est pris en otage dans toutes ces relations où on a passé sa vie à essayer de faire plaisir à ses parents, eh bien, une des catastrophes, malheureusement, en tout cas moi je pense que c'est une catastrophe, c'est qu'on ne sait même pas qui on est. La seule chose qu'on connaît de soi, c'est cet enfant qui est redevable à ses parents. Et si vous m'enlevez ça, qu'est-ce qui resterait de moi, soi-disant mon vrai moi? Mais il n'y a rien, c'est le désert derrière. Parce que je n'ai pas appris, je ne sais pas qui je suis. Et donc on se rend compte que c'est très difficile de... Donc vous comprenez, hein, si une famille n'a pas fait ce travail d'aider les enfants à la quitter, vous créez des gens qui acquièrent l'identité qu'elle a leur,
Cette identité, c'est quoi? C'est une identité qui, d'une façon ou d'une autre, est celle que mes parents ont produite en moi, et de telle manière que, comme je n'en ai pas d'autre, il ne suffit pas de prendre conscience que je n'ai pas vécu ma vie, mais si j'arrête, c'est pour me retrouver devant un désert de toute façon, et donc qu'est-ce que vous voulez que je vive d'autre? Donc vous avez enfermé les gens dans une impossibilité. Donc c'est pour ça que souvent, il faut apprendre à vivre avec l'histoire qu'on a eue. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On est coincé, mais c'est pour vous dire que c'est des choses qui sont terribles, ce sont des enfermements, et c'est pas facile. Il ne suffit pas d'intellectualiser la chose ou de méditer. Après, on se rend compte que, oui, mais humainement, j'ai passé 40 ans, 50 ans, 60 ans de ma vie à vivre comme ça, mais je n'ai pas un plan B, moi, dans ma vie. C'est ma vie, et c'est que celle-là que j'ai pour le moment, et donc... Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop tard, bien souvent c'est trop tard, et puis après il faut trouver des aménagements. Enfin bon. Donc, retenez, quand on se demande mais à quoi ça sert une famille, l'idée relativement universelle, parce qu'on retrouve ça dans toutes les cultures, mais mise en scène différemment évidemment, par rapport à ce que nous connaissons en Occident, mais l'idée c'est toujours la même, c'est une famille, ça sert à être quittée. Si vous voulez, pour retrouver quelque chose d'universel, si vous lisez Strauss et d'autres, enfin Léo Strauss, pas Léo Strauss, donc l'autre Strauss et d'autres, c'est l'idée de l'interdit de l'inceste. Ça vous connaissez, donc un interdit qui est relativement universel, il y a quelques exceptions, mais c'est un principe qu'on retrouve dans toutes les cultures. Si vous interrogez l'interdit de l'inceste derrière ce qu'on en dit dans notre culture, vous vous rendez compte que le mécanisme de l'interdit de l'inceste, c'est qu'il faut quitter sa famille. Si vous êtes de culture chrétienne, si vous regardez chez saint Matthieu par exemple, ou bien dans la Genèse ou autre, l'idée c'est qu'il faut quitter sa famille effectivement. Dans toutes les cultures, vous retrouvez ça, dans les religions, dans les spiritualités, c'est quelque chose que vous retrouvez de tous les côtés. Donc je ne suis pas en train de vous raconter ici une philosophie bizarre, c'est peut-être bizarre ce que je vous raconte, mais ça s'appuie sur des choses que vous pouvez lire, qui sont dites autrement évidemment, mais c'est un principe qui est très très général et qu'on retrouve donc même dans le message chrétien, bien évidemment. Alors, juste une chose pour terminer ce premier point, donc j'en ai 7, je vous ai dit, donc on termine vers 4 heures. Bon voilà. Non, c'est pas vrai, donc rassurez-vous. Mais donc, juste un petit point pour conclure ce premier point qui nous permettra de rentrer dans le second. Parce qu'il n'y en a que 2, finalement, je vous avais dit. C'est que, évidemment, une fois qu'on réfléchit à ça, donc ça permet déjà de camper certains enjeux, de voir que donc tout ne s'équivaut pas malgré tout. Ce n'est pas une question de modèle, mais il y a des enfants qui peuvent être en souffrance et on ne peut pas dire chacun fait ce qu'il veut. Non, s'il y a des enfants qui payent dans l'affaire, ça veut dire que quand même il faut agir, etc. Mais n'empêche qu'au terme de tout ceci, donc, il y a peut-être une question qui vous vient à l'esprit, qui est, oui, mais alors comment on sait, quand on réfléchit pour soi-même maintenant, comment je sais que j'ai quitté ma famille ? Est-ce que moi, à titre personnel, j'ai eu la chance de vivre dans une famille qui m'a permis effectivement d'avoir cette distance qui m'autorise à vivre ma vie et pas celle que mes parents auraient souhaité éventuellement? Ou bien, pas celle que j'ai menée pour embêter mes parents, parce que c'est la même chose. Donc vous avez parfois des gens, par rapport à ce sujet, qui disent « moi, monsieur Longnot, c'est très clair, mes parents, c'est vrai qu'ils m'ont pourri la vie, mais moi, je suis parti à l'âge de 18 ans, et mes parents, ils m'embêtent, et il ne faut plus qu'on m'en parle, et je fais ce que je veux maintenant. » Mais quand vous entendez ces gens-là, de nouveau, vous comprenez toute l'ambiguïté, c'est que si vous menez une vie par opposition à vos parents qui vous ont embêté, c'est encore une vie qui se comprend par rapport à papa et maman, et c'est encore une vie d'un enfant, finalement, qui s'oppose à ses parents. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas grandi, qui est toujours en guerre. Vous avez des gens qui disent aussi, pour que vous voyez un peu toutes les possibilités que moi j'ai rencontrées, il y a des gens qui disent « non, c'est très facile, donc c'est vrai que c'est important de mener sa vie, vous savez ce que je fais, moi, monsieur Longnot? Eh bien, c'est pas compliqué, moi je mène ma vie et je fais en sorte que mes parents ne le sachent pas. » Mais de nouveau, c'est la même chose, ils passent leur temps à essayer de le cacher, mais c'est qui cache ça, ses parents? C'est un enfant. Et c'est encore quelqu'un qui mène peut-être sa vie comme il le veut, donc il ne s'oppose pas à ses parents, etc., mais simplement il ne dit rien. Mais passer son temps à ne rien dire, c'est encore être un enfant qui ne veut pas parler à ses parents, qui ne sait pas pourquoi il ne faudrait pas en parler, qui est pris dans des bazars qui ne lui appartiennent pas. C'est le problème des parents et ce n'est pas les siens. Et c'est encore quelqu'un qui, malheureusement, mène une vie où il n'est pas devenu lui-même. Enfin, vous voyez, il y a 1000 façons de ne pas quitter sa famille, bien évidemment. Mais donc, je reviens à ma question. Au final, maintenant, quand on entend tout ça, est-ce que moi, je peux me dire que j'ai eu la chance, oui ou non, d'être dans une famille qui a fait plus ou moins son travail? Quel serait le critère que l'on pourrait trouver, donc relativement général ici? On est tous différents évidemment, donc je ne sais pas si le critère que je vais vous donner est pertinent pour vous, mais voilà, donc moi quand je tiens un discours, j'essaye de trouver quelque chose qui est le plus général possible, mais
au risque que ça ne soit pas quelque chose qui soit pertinent pour vous. Donc la chose la plus générale que j'ai trouvée comme petit critère qui permet de se dire, ben voilà, j'ai l'impression d'avoir peut-être cheminé un peu dans cette direction-là, d'avoir eu la chance de pouvoir cheminer dans cette direction-là, c'est lorsque, quand vous pensez ou quand vous vous adressez à vos parents, donc s'ils sont encore vivants, ou même s'ils sont morts, ou quand vous pensez à vos parents, peu importe, c'est quand vous vous surprenez. Donc ce n'est pas un truc intellectuel, hein, ce n'est pas quelque chose qu'il faut se dire, c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est quand vous vous surprenez à un moment donné à penser à eux, alors, donc je vais vous le dire comme ceci, donc moins comme à un père ou à une mère, mais davantage comme à un homme ou à une femme qui ont fait ce qu'ils ont pu. Donc quand vous vous surprenez à ne pas voir vos parents rien que comme des parents, mais que vous arrivez à les voir comme ce qu'ils sont en réalité, parce que c'est vrai que chacun d'entre nous, si vous êtes parent, ben, vous n'êtes pas que parent, évidemment. C'est qu'une facette de votre vie qui est peut-être la plus importante, mais enfin, c'est jamais qu'une facette quand même. Vous êtes en même temps quelqu'un qui peut-être travaillé, vous êtes peut-être pensionné, vous êtes peut-être quelqu'un qui a des hobbies ici ou là, qui avait une double vie, pourquoi pas, je ne sais pas, enfin, bon, tout ce que vous voulez, mais enfin, on ne se réduit pas à l'étiquette de parent, évidemment. Donc, quand on est un enfant, on arrive effectivement, enfin, on se surprend à un moment donné, on ne sait pas très bien pourquoi, ce n'est pas un raisonnement, ce n'est pas une démonstration qu'on a dans sa tête, mais on s'adresse à ses parents comme à un homme, donc je vois d'abord en eux un homme ou une femme qui ont fait ce qu'ils ont pu, et cet homme et cette femme, c'est en même temps mes parents, effectivement. Donc il ne s'agit pas de nier cette dimension-là, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand vous arrivez à les voir ainsi, c'est peut-être le signe qu'il y a comme un décalage qui s'est opéré. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez l'autre point de vue, c'est-à-dire le point de vue de l'enfant que vous êtes par rapport à vos parents, ça veut dire que du coup, je ne me réduis pas à n'être que le fils ou la fille de mes parents. Si je les vois comme un adulte, comme un homme ou une femme, c'est peut-être que c'est comme si je me situais, moi, comme aussi, en quelque façon, l'homme ou la femme que je suis devenu en grandissant, qui ne se réduit pas à être le fils ou la fille de mes parents. C'est vrai que je suis le fils ou la fille de mes parents, donc ça je ne peux pas l'effacer, je ne l'effacerai jamais, mais ma vie ne se réduit pas à ça. Et donc quand vous arrivez à avoir cette espèce d'évidence, que ce père ou cette mère, ben pourtant c'est plus que ça, c'est autre chose que ça ne se réduit pas à ça, que moi-même je ne me réduis pas à être donc leur fils ou leur fille, eh bien probablement que vous avez là un signe, donc enfin, c'est quelque chose qu'on sent, qu'on vit, qui montre qu'il y a quelque chose qui s'est délié, où on n'est pas, si vous voulez, pris en otage dans la relation exclusive que ces deux-là ne sont que mon père et ma mère et je n'arrive pas à les voir autrement. Parce que si vous êtes pris là-dedans, alors ça veut dire que vous n'arrivez pas à être autre chose vis-à-vis d'eux qu'un fils ou une fille, et donc un enfant par conséquent. Donc le propre d'une famille, c'est dans une relation qui est primordiale, qui est vitale, c'est de cultiver cette relation qui permet à un enfant de grandir de telle manière qu'un jour il puisse en sortir. Et on en sort quand on arrive à voir ses parents autrement que comme des parents. Donc là, c'est un critère. Je ne sais pas si ça vous parle, mais qui me semble relativement général. Et puis chacun d'entre nous rajoute peut-être d'autres critères ou le dirait autrement, ça je n'en sais rien. Mais là, il y a quelque chose effectivement d'un déliement, en tout cas qui me semble vécu, enfin en tout cas susceptible d'être vécu. Et donc si au contraire on se dit intellectuellement, oui c'est vrai que je peux bien imaginer que mon père et ma mère sont un homme et une femme, oui je le sais bien, mais qu'en attendant je n'arrive pas à penser à eux autrement que comme un père et une mère, c'est que peut-être il y a là quelque chose qui n'est pas entièrement dénoué évidemment, et on retrouve tous les cas qu'on a évoqués donc tout à l'heure. Maintenant, donc ça c'est pour mon premier point. Ça va par rapport à ceci? Bien. Alors maintenant donc, une autre question qui découle de tout ce que je viens de vous raconter, il n'y a pas simplement la question de savoir mais comment je peux vérifier que moi j'ai suivi plus ou moins, oui ou non, donc ce cheminement-là. Et remarquez bien, une petite précision encore, c'est que évidemment la réflexion qu'on vient de mener ici, donc de nous par rapport à nos parents, remarquez bien que, je vous disais, ça marche dans tous les sens. Quand est-ce que je sais, quand je suis parent, que j'ai lâché mes enfants ? C'est exactement la même chose. Hein. Il y a un moment dans notre vie où, quand je discute avec des parents, c'est parfois des choses qui se disent d'une façon ou d'une autre, on se surprend à voir ses enfants autrement que comme nos enfants.
Il y a un moment où ça reste nos enfants, donc ça vous ne pouvez pas casser le lien, c'est pas possible, nos enfants sont nos enfants. Mais on se surprend à les voir aussi comme un jeune homme ou une jeune femme qui font leur vie en dehors de tout ce qu'on voudrait. Et on ne sait pas, c'est difficile de trouver. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup de facilité pour vous proposer des mots là-dessus, mais voilà, il y a comme une espèce de distance qui s'instaure, qui n'empêche pas la relation d'amour ou de tout ce que vous voulez, mais mon enfant n'est pas que mon enfant, quoi. À un moment donné, il devient un homme et une femme dans la vie, qui va essayer de se débrouiller, faire ce qu'il peut avec ce qu'il a comme ressources, et puis voilà. Et sa vie, pour le dire autrement, sa vie n'est pas la mienne. Et une fois que vous avez instauré cette distance-là, eh bien c'est clair qu'il y a quelque chose où il y a une liberté qui est rendue à un enfant, et c'est le dernier geste d'amour qu'on peut faire avec son enfant. C'est à un moment donné de le lâcher. Et même si tu vis une vie qui n'est pas celle que moi j'aurais espérée, n'empêche que c'est la tienne, et c'est ça que je respecte. Et vous voyez tout l'inverse, hein. Situation d'abus de pouvoir, c'est je n'arrive pas à te lâcher tant que tu n'auras pas la vie que moi je souhaite que tu aies, évidemment. Bonjour madame, vous rentrez, vous sortez? Vous pouvez entrer si vous voulez, il n'y a pas de souci. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche mon mari, mais je Ah. Je vous en prie, madame. J'espère que ce n'était pas une couronne mortuaire. Voilà. Très bien. Voilà, mais donc l'idée de cette distance se retrouve dans les deux sens, hein, vous comprenez. Bon, donc j'en reviens à mon deuxième point alors. Donc le deuxième point, c'est de se demander, tout ça c'est bien beau, donc imaginons qu'on soit plus ou moins d'accord avec ce cadre-là, qui est très très général, hein, vous voyez, donc ça prend les choses évidemment de haut. N'empêche que maintenant la question qui se pose, c'est, oui, mais comment, donc si on est toujours pris dans des relations difficiles avec de la rancœur, des règlements de compte, des reproches ou je sais pas quoi, enfin des peurs, éventuellement tout ce que vous voulez, c'est comment on peut faire pour essayer de donner un peu de lest et de lâcher progressivement quand même, quoi. Donc ici je vais prendre le point de vue des parents, c'est quand on est parent, qu'on a un enfant, qu'est-ce qu'on doit travailler en soi qui donne une chance à faire ce métier de parent, c'est-à-dire qui nous donne une chance de pouvoir un jour lâcher ses enfants. Comment on fait quoi concrètement? Il ne suffit pas d'avoir le critère pour savoir comment on y arrive, enfin, pour savoir si on y est arrivé ou pas. Il s'agit aussi de réfléchir évidemment à la question de mais c'est bien beau, mais on fait quoi et on fait ça comment? Alors, je vais vous le présenter donc d'une manière peut-être un peu particulière, mais donc voilà comment en philosophie, quand vous regardez ce que les sagesses de vie nous enseignent. Donc voilà. Ah, je vous en prie. Ah, mais je vous en prie, oui, il n'y a pas de souci. C'est une réunion de marivolage. Comment? Donc, sur quoi doit porter ce travail? Alors, en gros, quand vous regardez un peu ce qui peut nous animer quand on est parent et qui effectivement peut prendre en otage nos enfants, en gros, quand on essaye de mettre des mots là-dessus, moi j'en arrive à la conclusion qu'il y a 3 désirs qui nous animent, qui sont des désirs fondamentaux sur le plan humain, qu'on retrouve dans l'ensemble de notre existence, mais il est vrai que dans le contexte familial, puisque c'est ça qui nous intéresse ici, vous le retrouvez de manière tout à fait évidente. Et plus vous êtes animé par ces désirs, plus le risque est grand que vous preniez en otage vos enfants dans ces désirs-là. Et que ça soit par conséquent les ressorts par lesquels on ne lâche pas ses enfants. Alors, quels sont ces désirs? Vous allez voir, c'est des choses qui sont basiques, hein. Le tout, c'est d'avoir les mots pour le dire, mais une fois qu'on a les mots, vous allez constater que vous n'allez rien apprendre, c'est des choses, normalement, c'est des choses que l'on vit. Alors, voilà, et ça c'est des enfants qui cherchent leurs parents, hein, non. On les aura tous. Ta maman cherche ton papa, voilà. Comment? Donc, premier désir qui nous anime. Le premier désir, c'est tout simplement, donc je vais d'abord vous le décrire de manière très basique, donc c'est tout simplement le fait que bien souvent, donc ce n'est pas une règle générale, remarquez bien malheureusement, en tout cas on serait tenté de dire malheureusement, mais bien souvent on a envie, quand on fonde une famille, et peut-être plus aujourd'hui qu'autrefois encore, parce qu'on a le choix de décider de fonder une famille ou pas, autrefois c'était peut-être moins évident, mais c'est tout simplement, on a l'envie d'être un bon parent pour ses enfants, de bien s'occuper d'eux, quoi, si vous voulez. Donc, je vous dis, ce n'est pas une règle générale, on voit qu'il y a des gens qui sont en souffrance par rapport à ça, mais voilà, spontanément, aujourd'hui, ça devient le discours qu'on entendrait
malgré les exceptions, c'est l'envie de bien faire, d'être un bon père ou une bonne mère pour ses enfants. Cette envie de bien faire les choses, en philosophie, si vous devez l'exprimer un petit peu autrement, on va vous dire, c'est quoi? C'est tout simplement le désir de toute puissance. Donc désir de toute puissance, comprenez bien ce que c'est au point de départ, ce n'est pas le fait qu'on désire être le plus puissant, c'est pas ça. Hein. C'est tout simple. Donc si on devrait utiliser une autre formule, je trouve qu'en philosophie le mot n'est pas juste. Si vous traduisez ce qu'on veut dire, qui est relativement général, c'est plutôt le désir d'être à la hauteur de ce qu'on croit devoir être. Dans toutes les choses qui sont des choses importantes pour vous, si je reprends le discours ordinaire, on dira on a envie de bien faire ce qu'on fait, et cette envie de bien faire, c'est quoi? C'est l'envie d'être à la hauteur de ce qu'on imagine que l'on doit être dans l'activité que l'on mène. Donc par exemple, si vous avez un métier et que vous avez la chance d'aimer votre métier, c'est vrai qu'on a envie de bien le faire, quoi, et d'être à la hauteur du professionnel qu'on croit qu'on doit être dans ces circonstances-là. Donc si je reviens à notre sujet, si vous avez une famille et que de fait vous avez à cœur de vous occuper de vos enfants, c'est important pour vous, on essaie d'être à la hauteur de quoi? À la hauteur du parent que l'on croit devoir être, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe bien de ses enfants, comme on imagine, bien évidemment. Moi, je ne vais pas aller plus loin que ça, parce qu'effectivement, maintenant, être à la hauteur du parent que l'on croit devoir être, là, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Ça ne vous donne pas un contenu. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, donc la manière d'être parent, moi je m'en fous de cette affaire-là. Ce qui compte, c'est que quelle que soit la façon que vous pensez devoir être en tant que parent, c'est que si c'est important pour vous, c'est vrai que vous serez animé par le désir d'essayer de bien le faire, cette chose-là que vous désignez. Et on peut se disputer pendant des heures en disant qu'il faut éduquer comme ça ou comme... peu importe. En attendant, pour vous, être un bon parent, c'est ce que vous pensez, et ce désir, il est en train de travailler. Bon. Alors la question, c'est la suivante. Donc on pourrait se dire, oui, mais c'est normal qu'on ait envie de bien faire les choses, puisque c'est important pour nous, même si on se trompe sur le contenu, mais ce n'est pas ça le débat, mais en attendant, comment voulez-vous faire autrement? Alors comprenez bien ceci, et c'est là qu'il y a un travail. C'est que ce que montre la philosophie depuis la nuit des temps, mais peu importe, on ne va pas faire de philosophie ici, c'est que plus vous êtes pris dans ce désir d'être à la hauteur de ce que vous pensez devoir être, quel que soit le domaine, mais enfin ici restons dans le cadre de la famille, plus vous êtes pris par ce désir, et plus, comme le dit un de mes amis, vous êtes en train de tresser la corde avec laquelle vous allez vous pendre. C'est-à-dire que si vous prenez ce désir pour la réalité, vous êtes en train de vous condamner à une vie qui est une vie de malheur. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, ce n'est pas compliqué à comprendre, hein, ce n'est pas des trucs qui tombent du ciel, c'est ce que chacun d'entre nous avons pu expérimenter probablement, et si quelqu'un ne l'a pas expérimenté, qu'il me jette la première chaise, hein, parce que, je serais surpris, mais je serais content de l'entendre, mais c'est tout simplement parce que quand on vit un petit peu, et il ne faut pas avoir vécu longtemps évidemment, on se rend compte que certes on essaye de bien faire les choses, et c'est important d'essayer de bien faire les choses, donc ça ne change pas, je ne suis pas en train d'attaquer ça, mais ce à quoi on arrive, le résultat concret auquel on arrive, si vous regardez un peu en essayant d'être le plus objectif possible, et que vous parlez de votre vécu, hein, donc le plus objectivement possible, vous verrez qu'entre ce que vous arrivez à faire et ce que vous souhaitiez faire, entre ce que vous rêviez d'être et ce que vous êtes parvenu à être réellement, vous verrez que ça ne cadre jamais. C'est-à-dire qu'en philosophie, on va vous dire ceci. C'est vrai que nous sommes animés par le désir d'être à la hauteur de ce que nous pensons devoir être, mais dans notre vie, quoi qu'on fasse, et ce n'est rien de tragique, hein, mais tout simplement ce que nous découvrons, c'est que nous sommes quelqu'un, alors je vais vous le dire donc avec les mots des philosophes, nous sommes quelqu'un qui est fini. Alors fini, ça veut dire quoi? Donc c'est pas nous sommes finis, on va mourir, c'est pas ça, mais nous sommes finis, c'est-à-dire que nous sommes quelqu'un qui a des limites. Et j'ai beau vouloir être à la hauteur de tout ce que je veux, en attendant, l'expérience concrète que je vis au quotidien, c'est que je me heurte à ces limites. Alors, c'est vrai dans les catastrophes, quand tout d'un coup on se trompe, on fait une bourde, on croyait qu'on avait raison, et puis tout d'un coup on est devant la catastrophe, là on se rend bien compte qu'on est limité et qu'on n'avait pas vu le coup arriver. Mais même quand tout va bien, on fait l'expérience qu'on est limité. Donc je vais revenir au thème de la famille pour mettre ça en musique. Donc essayez de vous souvenir, on va imaginer ici, parce que moi je ne sais pas quel est votre parcours évidemment, essayez d'imaginer quand vous avez souhaité ou quand vous avez pris la décision de fonder une famille.
Donc imaginons que vous ayez été dans ce cas-là, où j'ai pris la décision, ce n'était pas quelque chose qui s'est imposé à nous parce que ma famille voulait absolument qu'on ait des enfants, donc on a eu des enfants pour faire plaisir à papa et maman, ça vous renvoie à la première partie, mais voilà, on a pris la décision de. Et quand vous discutez, en tout cas avec les jeunes d'aujourd'hui qui fondent une famille, il arrive parfois qu'on les laisse causer, évidemment, et quand on a eu soi-même des enfants, on se tait surtout, on ne dit rien du tout, mais on constate quoi, qu'ils rêvent un peu leur vie. Et je serai un bon parent, et je travaillerai à mi-temps, et je m'occuperai de mon enfant, et je serai disponible pour lui, et je serai patient, évidemment, je vous en prie, et je ne sais pas quoi, voilà, et vous avez tout un plan qui est échafaudé, où on sera un parent merveilleux, et comme je vous le disais tout à l'heure, et je ne serai certainement pas comme mes parents, et patati, enfin voilà, tout ce que vous voulez, mais voilà. Et on se rend bien compte que derrière ce discours, ce sont des gens qui donc sont en train de construire l'idéal du parent qu'ils veulent être, donc ils sont en train d'alimenter ce désir d'être à la hauteur, de quoi ils sont en train de vous le dire. Et ils croient que c'est ça qu'ils vont être. Alors, si vous avez eu des enfants, donc Dieu vous en préserve, mais je suppose que vous avez eu des enfants, oui, parce que le problème, c'est toujours le même, c'est que si on n'aimait pas ses enfants, ce serait facile, donc tu dégages et puis c'est tout. Mais le problème, pourquoi c'est difficile, c'est parce qu'on les aime. Et du coup, c'est pour ça que je dis Dieu vous en préserve. Mais enfin bon. Mais toujours est-il que, donc, si vous avez eu des enfants, donc vous avez peut-être rêvé le parent, ou en tout cas vous avez désiré être un type de parent. Voilà, et je serai responsable, je m'occuperai de tout ce que vous voulez. Quand vous regardez 15 ans plus tard le parent que vous êtes parvenu à être réellement, et on imagine ici qu'il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas eu de drame, on n'est pas dans des conflits de violence, où on a abusé de ses enfants, enfin des trucs sordides. Donc on imagine une vie de famille standard pour ne pas... Voilà, ça ne sert à rien d'aller chercher des trucs bizarres ou rares. Bon. Eh bien, quand vous regardez le parent que vous êtes parvenu à être, alors, sauf peut-être ici à Bonnès, je n'en sais rien, mais en tout cas là où j'habite, je peux vous dire que le parent qu'on est parvenu à être au bout de 15 ans ne correspond pas tout à fait au parent qu'on aurait bien aimé être, évidemment. C'est-à-dire que le parent qu'on est parvenu à être, c'est quoi ? C'est un parent confronté à ses limites. Et par exemple, je vais vous donner des exemples qui sont d'une simplicité incroyable, mais qui sont le quotidien de bien des gens. Il n'y a pas que moi qui ai vécu ça. C'est soi-disant que je m'occuperai de mes enfants et je ne les mettrai jamais devant la télévision, etc., pour ne pas les abrutir. Il y a quand même des jours où on allume la télévision, tu regardes tes dessins animés et tu me fous la paix, quoi. Parce qu'on n'est pas disponible, parce qu'on est pris par autre chose, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on fait tout ce que vous voulez, toutes des bonnes raisons sans doute, mais enfin n'empêche que déjà rien que ça, qui n'est pas un drame, donc eux ils ne demandaient pas mieux d'ailleurs, mais en attendant, vous vous rendez compte que c'est vrai qu'on ne sait pas tout le temps s'occuper de ses enfants, c'est pas possible. Je vous racontais tantôt, c'est des choses qui sont arrivées. Allez, moi il m'est déjà arrivé par exemple, je me suis fait avoir, mon épouse n'a pas été très contente, mais où je rentre à la maison plutôt que d'habitude tout content, et je vois bien à la tête de mon épouse qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et en fait, j'ai oublié d'aller chercher les enfants à l'école. De nouveau, aujourd'hui, on en rit, bien sûr, mais n'empêche que sur le moment même, vous êtes face à vos limites, c'est-à-dire, j'ai oublié, c'est vrai qu'on peut oublier des choses, il n'y a pas mort d'homme, donc mon Dieu, c'est pas grave, mais voilà, ce sont des petits accidents qui en font des bons souvenirs d'ailleurs, mais en attendant, ce sont des petites choses qui vous confrontent à vos limites. Et puis parfois, alors là, c'est autre chose, c'est qu'on peut être en colère. Soit disant que je serai un bon parent, compréhensif, qui sera patient, qui pourra tout supporter ses enfants tellement je les aimerai, mes enfants, enfin tout ce que vous voulez, il y a des fois, ils font des choses et je ne supporte pas, quoi. Et on se surprend à dire des choses, on se surprend à faire des choses, et puis après coup, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Là encore, donc de manière un peu plus dramatique alors, ce sont des situations où de nouveau on est confronté à ses limites, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de patience toute puissante, c'est-à-dire capable de tout supporter. Il n'y a pas d'amour pour les humains qui sont capables effectivement de tout supporter des autres. Même dans l'amour, malheureusement, il y a des limites. Et donc, vous avez cet écart entre ce que je croyais être, ce que j'aurais tellement aimé être, ce parent à la hauteur de ce que moi je pensais qu'il fallait être, et puis même si j'ai raison de penser que c'est comme ça qu'il faut l'être, n'empêche que dans le quotidien, cause toujours mon gaillard, mais tu n'y arriveras pas. Parce qu'à travers de nouveau des petits accidents, des petits imprévus, voilà, on est dépassé, évidemment, et puis on se surprend à ne plus y arriver vraiment, bien sûr. Alors, comprenez, et c'est là qu'on rejoint le titre de mon exposé, « Modèle de vie, modèle de perfection ». Si vous voulez rester enfermé dans le modèle de perfection, je dois être un parent à la hauteur de ce que je pense que je dois être.
Si vous voulez être dans la perfection, c'est là que vous retrouvez ce que je vous disais, que me raconte parfois un ami, vous êtes en train de tresser la corde avec laquelle vous allez vous pendre. C'est-à-dire que vous allez faire de votre vie un enfer. Pourquoi ? Parce que votre vie réelle, à laquelle on est constamment ramené, le dément en permanence, c'est-à-dire, pour le dire simplement, vous met en échec. Si vous pensez que vous devez être ce que vous désirez, ces échecs au quotidien, qui ne sont rien de dramatique éventuellement, n'empêchent qu'ils sont insupportables. C'est une faute, je n'y arrive pas, je suis encore mis en échec. De telle manière que dans ce que moi j'entends quand je discute avec des gens, dans des séminaires ou quoi, il y a des gens qui se demandent « mais est-ce que je suis un bon parent ? Est-ce que je suis encore capable d'éduquer mes enfants ?» Enfin, il y a des gens qui se remettent en question tellement ils sont habités par le désir d'être ce qu'ils croient devoir être, qu'ils ne comprennent plus à quoi ils jouent et ils sont complètement démobilisés, complètement perdus. Plus vous prenez vos désirs pour la réalité, plus la réalité devient insupportable. Et on se sent coupable, pour le dire simplement. Ou bien on est en colère, ou tout ce que vous voulez, mais enfin. Et le risque, et vous voyez par rapport à mon premier point, le risque c'est quoi ? C'est alors de faire payer mes enfants. C'est-à-dire, par exemple, si mon enfant m'échappe et fait des choses, effectivement, que j'aurais dû savoir, etc., eh bien, qu'est-ce que je vais dire à mon enfant ? Je vais lui dire « Bonjour, bonjour. Pouvez vous installer, attention, oui, ne tombez pas surtout. Je ne sais pas si c'est ici que vous devez être. Vous venez à quelle... Eh bien voilà, soyez les bienvenus, alors c'est parfait. C'est probablement ça, oui. Comment ? Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, moi, là-dessus ? Vous voyez, la finitude humaine, c'est terrible. Oui, ça, on risque de le faire payer à ses enfants, évidemment. Donc, exemple, si un enfant, effectivement, vous surprend, fait quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou que sais-je, vous a désobéi, un bon parent, c'est un parent qui sait ce que fait ses enfants, qui peut prévoir, etc. Et le fait d'avoir été mis en échec, « ah là, je n'ai pas vu le coup arriver », qu'est-ce qu'on risque de faire ? On risque de punir son enfant et de lui dire « la prochaine fois, mon ami, tu ne sortiras plus, ça va ?» Si vous essayez de déconstruire ce qui se joue là derrière, est-ce que c'est vraiment parce que l'enfant a fait une bêtise ou c'est parce que vous avez eu peur, parce que tout d'un coup vous avez perdu le contrôle ? Et est-ce que la punition, par exemple, n'est pas là pour essayer de reprendre le pouvoir ? Donc, est-ce que la punition est éducative, essaye d'apprendre quelque chose à un enfant, ou est-ce qu'elle est la tentative de reprendre le pouvoir pour que je sois de nouveau le parent tout-puissant qui peut tout faire, qui sait tout mieux que tout le monde ? Demandez-vous, les punitions, elles aident qui, hein ? Dans certains cas, donc je n'exclus pas, moi, personnellement, la possibilité qu'une punition soit éducative et apprenne à un enfant quelque chose. Mais il y a des cas où la punition, c'est pour faire plaisir aux parents, en réalité. Hein. Donc, par exemple, il y avait des psys qui racontaient, vous avez un enfant, donc on lui dit, mon ami, tu ne mets pas ta main sur le poêle, ça brûle. Donc on fait son travail d'éducateur, quoi. On apprend un enfant, donc on lui dit. Évidemment, un enfant, c'est logique, hein. Malheureusement c'est parfois dramatique, mais c'est logique. Il se demande ce qu'on lui dit, ça brûle, mais ça veut dire quoi ça brûle ? Je ne comprends pas, moi. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de voir si c'est vrai ce que vous racontez, et surtout voir ce que vous voulez dire quand vous dites que ça brûle. Imaginez qu'il mette sa main sur le feu. Donc du coup, on le voit, qu'est-ce qu'on fait ? Si vous réfléchissez un peu, la punition est dans la brûlure. Il vérifie par lui-même et ça suffit, il aura compris, quoi. Mais qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on a eu peur ? Tout d'un coup, on perd le pouvoir, on lui a dit, et donc on s'attend à ce qu'il ne le fasse pas. Mais il le fait quand même, donc je ne contrôle plus rien. On a eu tellement peur que du coup, non seulement il est brûlé, mais t'en prends une et tu ne recommenceras pas, ça va ? Et quand vous vous demandez, mais oui, mais ça sert à quoi de faire ça ? Donc quand vous rationalisez, parce que c'est les émotions, hein, donc voilà, je ne suis pas en train de cautionner le fait qu'il faut frapper ses enfants, mais on comprend que ça puisse exister, évidemment. Mais en attendant, quand vous réfléchissez après coup, mais c'est quoi le sens de frapper son enfant, en plus de la brûlure qu'il a déjà subie ? Vous vous rendez compte que c'est que pour se rassurer soi-même, quoi, pour reprendre le pouvoir dessus, pour tenir son enfant, enfin. Et donc c'est le désir de toute puissance, vous comprenez bien, qui effectivement prend en otage les enfants et leur font subir des choses qui ne servent à rien d'autre qu'à rassurer les parents dans leur désir de toute puissance. Si vous voulez ne pas tomber dans ce genre de travers, la seule solution que vous avez, école de vie ou école de perfection, c'est de sortir de l'école de perfection, où on devrait être toujours à la hauteur et je te plierai de telle manière à ce que tu me permettes de me sentir à la hauteur, c'est de sortir de ce genre de délire
Pour au contraire, comment vous voulez faire, si ce n'est en essayant d'accepter les limites qui sont les vôtres. Il n'y a pas d'autre issue. Et comment on fait pour accepter le fait qu'on est limité? Comment voulez-vous faire autrement, si ce n'est, alors voilà le vocabulaire que moi j'utilise, si ce n'est en faisant le deuil du désir de toute puissance. C'est-à-dire, faire le deuil du désir de toute puissance, ce n'est pas faire le deuil de l'envie de bien faire, évidemment, donc il ne faut pas tout mélanger. Mais en tout cas, c'est d'arrêter, c'est ça que ça veut dire, c'est d'arrêter de prendre le parent idéal que je crois que je dois être pour la réalité de ce que je dois être de fait. Parce que plus je m'enferme là-dedans, moins j'aime ce que je suis de fait, et plus je fais de ma vie une souffrance et je le fais payer aux autres. Donc la seule manière, c'est de me libérer de ce désir. Je ne peux pas m'empêcher de rêver ma vie, mais j'ai intérêt à savoir que mes rêves ne sont que des rêves. Et en attendant, ce que je dois apprendre à aimer, c'est quoi? C'est le parent que j'arrive à être réellement. Un parent qui ne sait pas tout faire, un parent qui de temps en temps ne supporte pas ses enfants, un parent qui de temps en temps fait tout ce que vous voulez, voilà ce que moi j'arrive à être comme parent, et c'est d'essayer. Alors on peut toujours faire des efforts, ne me faites pas dire non plus qu'il n'y a pas d'efforts, mais vous pouvez faire tous les efforts du monde évidemment, il y a une limite aux efforts que vous êtes capable de faire, donc ça ne fait que reporter le problème, évidemment c'est un faux débat, et donc ça veut dire qu'il faut faire les efforts qu'on doit faire, mais à un moment donné, quand on arrive au bout de ce qu'on est capable de faire, c'est d'apprendre à aimer ça. Et plus vous acceptez vos limites, plus vous libérez les autres de ce qui ne sont que vos problèmes à vous. Les autres ne sont pas là pour me rassurer sur le fait que je suis un bon parent, ceci, cela. Donc par exemple, il y a des gens, je vais vous donner des anecdotes pour que vous compreniez comment ça peut devenir maladif, vous avez des parents qui sont constamment dans l'attente, dans les yeux de leur enfant, de la confirmation qu'ils sont un bon père ou une bonne mère. Mais ça, c'est leur problème à eux. Les enfants ne sont pas là pour dire aux parents que ce sont des bons parents. Mais il y a des parents, dis-moi que je suis bon, dis-moi que je fais bien, dis-moi que... c'est une façon d'enfermer son enfant dans ses inquiétudes à soi. Et vous retrouvez le premier point qu'on a évoqué. Comprenez, ce n'est rien de dramatique, mais ce sont les petits fils par lesquels on empêche les enfants de partir, finalement. Et c'est ça qui est terrible. Donc, désir de toute puissance, donc je vais vous le dire autrement, si vous venez ici pour que je vous donne des trucs pour être un bon parent, donc la première chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous venez pour trouver des trucs pour être un bon parent, vous êtes mal barré. C'est parce que c'est précisément ce désir-là qu'il faut lâcher. Et alors à ce moment-là, on peut commencer à discuter. Donc la question pourrait devenir, si vous voulez le dire autrement par boutade, je veux bien vous aider à être de mauvais parents. Et avec bonne conscience en plus. Bon, enfin, peut-être pas avec bonne conscience, mais enfin en tout cas être... Voilà. Mais tant qu'on veut être un bon parent, on est en train d'enfermer les autres dans son délire à soi, et ça n'aide personne, évidemment. Maintenant, si vous faites le lien avec tout ce que je vous ai raconté, vous comprenez, quand on apprend à voir son père ou sa mère comme un homme ou une femme qui ont fait ce qu'ils ont pu dans la vie, vous voyez, je ne fais que développer le thème en réalité, c'est d'arriver à voir son père ou sa mère comme un homme ou une femme qui, qui avaient leurs limites à eux. Est-ce que je peux leur en faire leur reproche? Mais on est tous limités, on a tous nos failles, qui ne sont pas les mêmes, mais en tout cas on est tous limités, et donc le reproche qu'on peut formuler à ses parents, le fait qu'on leur en veut, est-ce qu'il ne présuppose pas, quand on est dans ces reproches, qu'on imagine que son père ou sa mère aurait dû être tout-puissant? Et que le désir de toute puissance, ce n'est pas que celui du parent, c'est celui de l'enfant qui pense que le parent doit être comme ça. Et que comme il ne l'est pas, du coup je lui en veux de ne pas l'être, et du coup je me sens un enfant brimé, qui n'a pas eu ce qu'il devait avoir, et je ne sais pas quoi d'autre. Et vous voyez comment ce sont des histoires dans lesquelles on s'enferme l'un l'autre, comment on enferme ses propres enfants dans le désir qu'on a d'être un bon parent, et donc je suis un bon parent, donc voilà que l'enfant imagine que son parent doit être bon, évidemment, et comment finalement ça vous donne des relations maladroites où tout le monde souffre dans l'affaire. Donc le parent n'y arrivant pas, et l'enfant n'ayant pas reçu ce qu'il imagine qu'il devait recevoir, puisque mon parent devait être tout-puissant. Donc prendre conscience et vivre, percevoir que mon père ou ma mère, c'est d'abord un homme ou une femme qui ont fait ce qu'ils ont pu, c'est rendre la finitude, enfin ce qu'on appelle en philosophie la finitude, donc le fait d'être limité à son père et à sa mère. Et non pas en tant que père ou mère, mais en tant qu'homme et femme. Et une fois que vous leur rendez ça, vous vous libérez. Enfin, en tout cas, c'est un fil que vous coupez. Il n'y a pas que celui-là, mais enfin, c'en est un. Ça, c'est un premier axe. Donc, en tant que parent, arriver à accepter et se réconcilier avec le parent qu'on arrive à être. Voilà ce que ma vie a fait de moi et voilà le parent que j'ai été capable d'être dans cette vie-là. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai eu des lâchetés peut-être, mais c'est ma vie. Et donc tu ne l'aimes pas, tu as le droit de ne pas aimer, mais en attendant, c'est celle que moi j'ai été capable de mener dans cette vie-ci. Ça, c'est un premier point.
Il y a un deuxième désir qui est à l'œuvre, qui pollue aussi les relations, quelles qu'elles soient, mais les relations familiales. Je regarde l'heure parce qu'il ne faut pas... jusqu'à quelle heure, moi 11 heures? Non, du tout. Ben, je vais juste vous donner donc j'avais 2 points, je vais juste vous en donner un autre et je laisse tomber le troisième. Donc un deuxième désir, donc il y en a 3. Donc en fait, je vous citer les 2 autres, mais je n'en développe qu'un. Donc un deuxième désir qui nous prend dans la vie ordinaire et qui se met en scène aussi dans la vie familiale par conséquent, c'est ce qu'on appelle le désir de fusion. Alors le désir de fusion, ça veut dire quoi? Là, ça concerne nos relations. Vous comprenez que le désir de toute puissance, c'est par rapport à moi-même. J'imagine ce que je dois être et je veux l'être. Mais on ne vit pas tout seul, on vit avec les autres. Et dans les relations avec les autres, donc par exemple avec nos enfants, dans le cadre d'une famille, il y a là aussi un désir. Et quel est ce désir qu'on retrouve propre à tous les humains, probablement? C'est tout simplement, donc désir de fusion, ça veut dire quoi? C'est le désir qu'on se comprenne, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Par exemple, on dira dans le cadre familial qu'on partage un esprit de famille. Voilà, qu'il y ait une entente. Et donc c'est dramatique, évidemment, les familles déchirées, où on ne se voit plus, où on se dispute tout le temps. Voilà. On essaye de faire en sorte qu'il y ait ce lien. Alors c'est d'autant plus vrai que ce désir de fusion dans le cadre familial, si vous avez eu des enfants, vous l'avez peut-être vécu, c'est vrai qu'on aime bien tous les enfants du monde, mais nos enfants, il y a quelque chose de spécifique, enfin. On les a dans la peau. S'il leur arrive malheur, on souffre soi-même. Enfin, il y a quelque chose de fusionnel qui n'est pas tout à fait faux. Enfin, le mot est presque adéquat. Un peu comme une amie secrétaire qui me dit « Mon fils m'a fait une grippe ». Son fils ne lui a rien fait du tout, il a une grippe, point barre. Mais il m'a fait une grippe. Elle se projette, voilà, s'il ne va pas bien, je ne vais pas bien, quoi. Et l'idée générale ici, c'est la même chose, c'est que vous comprenez bien que si vous nouez vos relations avec vos enfants comme avec n'importe qui d'autre, en ayant l'impression qu'on doit être sur la même longueur d'onde, on doit se comprendre, on doit partager les mêmes valeurs et je ne sais pas quoi d'autre, plus vous êtes dans ces désirs, plus vous êtes en train d'enfermer l'autre dans ce que vous imaginez qu'il doit être. En réalité, quand vous regardez un peu, donc je ne développe pas, je suis désolé, vu l'heure, mais quand vous regardez un peu ce que l'expérience et que les philosophes ont bien repéré, me semble-t-il, ce que l'expérience nous enseigne, c'est que les autres nous échappent toujours. Ils ne se réduisent pas à ce qu'on voudrait qu'ils soient. Et donc dans le cadre familial, par exemple, j'ai déjà utilisé la formule tout à l'heure, les gens, donc nos enfants, ne se réduisent pas à l'amour qu'on a pour eux. C'est-à-dire, pour le dire encore autrement, ils ont une vie en dehors de l'amour qu'on a pour eux. Et ça, donc, accepter que nos enfants nous échappent, que ce n'est qu'au prix de la violence qu'on peut les réduire à la fusion, c'est-à-dire les réduire à ce que je pense qu'on est, qu'il est, le fait qu'on pense pareil, que j'ai même... Allez, un exemple de violence, je vais vous donner, parce qu'il faut quand même se faire comprendre. Un exemple de violence, ça se résume en une phrase, c'est quand on est parent et qu'on a l'impression qu'on sait mieux que ses enfants ce qui est bien pour eux. Ça, c'est la pathologie même de la fusion. Que savez-vous de ce qui exactement est valable pour vos enfants? Je vais vous donner juste... Enfin, tant pis, je vais prendre ce point-là, l'autre, tant pis. Je voulais développer l'autre, mais ce n'est pas grave, mais parce qu'une fois qu'on commence, il faut se faire comprendre. Je vais vous raconter une anecdote qui nous est arrivée dans ma famille à moi. On a 2 enfants, on part en vacances, on va à l'étranger, donc vous comprenez bien que, étant à l'étranger avec 2 enfants qui sont relativement petits, ma femme et moi, on est au taquet et on est tout le temps derrière. On ne connaît pas, etc. Enfin voilà, on est à l'étranger, puis on ne sait jamais, enfin voilà, puis on est parents responsables, enfin on fait tout bien, on est à la hauteur, enfin tout ce que vous voulez. Donc, de telle manière que, conclusion, je peux vous raconter les vacances de mes enfants du début à la fin, puisqu'on était tout le temps derrière. Bon. Nos enfants grandissent, il y a prescription, et voilà qu'on évoque ces vacances-là. Et qu'ils nous racontent des choses qu'ils ont faites pendant ces vacances-là. Alors je vous assure, donc on était en train de manger, puis alors on s'est arrêté, mon épouse et moi, et puis on leur a demandé, mais est-ce que vous êtes sûr qu'on parle des mêmes vacances? Parce que, ce qu'on découvre là, donc on en a ri évidemment, mais ce qu'on découvre là, c'est qu'on croit que nos enfants sont ce que nous savons d'eux. Il y a des parents qui le disent, c'est moi le père, c'est moi la mère, je sais quand même mieux que vous les professionnels ce qu'est mon enfant, dans les conseils de classe et compagnie, on entend ça tout le temps. Enfin bref, mais ce qu'on découvre à travers ce genre d'anecdote par exemple, c'est qu'effectivement mon enfant ne se réduit pas à la connaissance que j'ai de lui, même si je le connais depuis son premier jour. Il m'échappe.
il a une vie en dehors de l'amour que j'ai pour lui. Et ça, en philosophie, comment on le dit, donc je ne sais pas si ça vous parlera, mais on dit en fait l'expérience que l'on fait dans la réalité de nos relations, même dans un couple, hein, remarquez bien, enfin ici on parle des enfants, mais dans quelques relations aussi intimes soient-elles, c'est que l'autre, constamment m'échappant, nous sommes en permanence confrontés à ce qu'on appelle donc en philosophie la solitude. Alors, comprenez bien ce qu'on entend par solitude, parce que le mot peut faire peur ou être mal compris. La solitude, ça ne veut pas dire qu'on est seul au monde. Dans le langage ordinaire, c'est ce qu'on entend. Hein. Solitude, ça veut dire que je suis tout seul. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que non, nous sommes des êtres de relation, et nous sommes en relation avec nos enfants, dans un couple, avec nos amis, avec tout ce que vous voulez. Mais il n'empêche que même quand on est en relation, même dans des relations pourtant qui sont privilégiées, n'empêche que l'autre ne cesse de m'échapper. Et c'est tout à fait curieux, c'est-à-dire que ce que vous connaissez des autres, allez, c'est très simple à dire, hein, ce que vous connaissez des autres, c'est où? Ben, c'est dans votre tête à vous. Est-ce que l'autre se réduit à ce que vous avez dans votre tête à vous? Ben non, ça ne veut pas dire que ce que vous avez dans votre tête est faux, mais l'autre est toujours plus. Et ce plus vous échappe constamment, vous n'arriverez jamais à le saisir, et c'est là que vous faites l'expérience de la solitude, c'est-à-dire que même quand je suis en relation avec les gens, il n'empêche que je ne suis au bout du compte, je n'arrive à toucher de l'autre au bout du compte que mon expérience à moi que je fais de lui. Vous comprenez ça, hein? Donc, par exemple, si vous touchez la main de quelqu'un, qu'est-ce que vous sentez? Ben, spontanément, on va dire, je sens la main de l'autre. En fait, quand vous regardez, ce n'est pas vrai, vous sentez que vos sensations à vous quand vous touchez la main de l'autre. Ben, vous pouvez retourner le problème comme vous voulez, vous verrez, vous n'en sortirez jamais. Si je sens de la douceur, on va dire, ben, la main est douce. Mais la douceur, elle est où? Elle est dans la main que vous touchez ou est-ce qu'elle est dans les sensations que vous avez? Ben, vous méditez pendant la messe à cette affaire-là et vous allez voir que c'est terrible. Mais oui, mais évidemment, mais c'est terrible. Enfin, une fois qu'on creuse ça, c'est un thème en philosophie, mais la représentation que nous avons de la vie ordinaire est complètement à côté de ce que nous vivons en permanence. On a l'impression qu'on se rejoint, que c'est vous qui avez le sentiment que vous rejoignez les autres. Et vous n'éprouvez jamais que votre sentiment d'être proche des gens que vous aimez. Et les autres, en attendant, peuvent vous trahir, vous mentir ou vous surprendre, tout ce que vous voulez. Enfin, ils ne se réduisent pas à ce que vous en vivez. Quand on a des enfants, pour revenir à notre sujet, et on va terminer avec ça, quand donc on veut fusionner, on croit qu'on sait mieux que n'importe qui sont nos enfants, même nos enfants eux-mêmes ne le savent pas. On sait mieux qu'eux, et on prend toute la place. Lacan, vous connaissez Lacan, psychanalyste, disait « Quand on croit savoir mieux que les autres qui ils sont, il n'y a plus d'autres. C'est moi qui sais tout mieux que tout le monde. » Et c'est le début du pouvoir et de la violence, par conséquent. Dans les familles, ça c'est un fléau. Parce qu'on est parents, parce qu'on est adulte, parce qu'on pense que, et qu'on a raison en partie de le penser en plus, mais n'empêche qu'on enferme nos enfants. Et donc, comment voulez-vous vous en sortir si on n'arrête pas d'être pris là-dedans? La seule manière de permettre à des enfants de quitter leur famille, c'est de leur rendre leur solitude. C'est-à-dire d'arriver à ce moment, et ce n'est pas quand ils sont tout petits qu'on le fait évidemment, mais à ce moment où maintenant ta vie ne m'appartient plus. Et elle peut exister en dehors de ce que j'aime, en dehors de ce que je voudrais, en dehors de ce que mon amour souhaite pour toi. Ta vie ne m'appartient plus. Ça n'empêche pas qu'on soit toujours en relation, mais c'est là que vous allez retrouver avec vos enfants des relations qui sont différentes d'avant, où quand vous accueillez vos enfants, ce ne sont plus mon fils et ma fille, ce sont un homme et une femme qui font ce qu'ils peuvent dans la vie, qui sont aussi mon fils et ma fille évidemment, mais où la vie, leur vie leur appartient et ne se réduit plus à ce que moi j'aimerais bien qu'elle soit ou à ce que je crois qu'elle est éventuellement. Quand vous arrivez donc, en d'autres termes, à accepter votre propre solitude, vous déliez les autres. Et les relations ne sont plus des relations de chantage. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire ceci, notamment, quand vous êtes dans le désir de fusion, ça veut dire, quand vous vous adressez aux autres, dites-moi que vous m'aimez. Ne m'abandonnez pas. Quand je ne supporte pas la solitude et que je veux constamment fusionner avec les autres, c'est la peur d'être abandonné. Et donc, toutes mes relations sont commandées par, et notamment avec nos enfants, par pitié, ne m'abandonne pas. Et quand vous prenez vos relations, quand vous les développez avec ce désir-là, ben vous prenez en otage l'autre, qui soit va être en colère et va partir, et c'est la violence dans laquelle vous l'enfermez, soit va jouer le jeu, c'est le bon fils ou la bonne fille qui va se dévouer pour ses parents et qui va sacrifier sa vie éventuellement, enfin, et vous retombez dans tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Plus vous vous réappropriez votre solitude, plus ce que vous faites, c'est libérer l'autre
des attentes que vous avez vis-à-vis de lui. Les autres ne sont pas là pour vous aimer. Par contre, s'ils vous aiment, du coup, c'est une chance incroyable. Mais ils n'ont pas à vous aimer parce que vous souhaitez qu'ils vous aiment. Comprenez la nuance, hein? Donc ce n'est pas que je suis en train de vous dire qu'il faut devenir indifférent, ça n'a rien à voir avec ça. Évidemment que l'idéal, c'est qu'on puisse aimer ses parents ou qu'on puisse aimer ses enfants. Mais la question, c'est pourquoi on les aime. Est-ce que je les aime parce que je n'oserais pas les détester? Si vous les aimez parce que vous n'oseriez pas les détester, c'est que vous êtes pris en otage quelque part. Par contre, si vous les aimez alors que vous savez très bien que vous pouvez les détester, ben, il se fait que vous ne les détestez pas, vous les aimez, c'est tout. Mais si je voulais leur dire leur cas de vérité, je leur dirais aussi. Si vous êtes là-dedans, alors l'amour que vous avez pour vos parents est un amour qu'on dira libre, si vous voulez. Et là, le travail de la famille est fait, évidemment. Si on est dans la colère, par contre, là, il n'y a pas de saine colère. Enfin, si, il y a une saine colère, mais en tout cas, si on est dans la colère vis-à-vis de ses parents, c'est toujours parce qu'on a des reproches à leur formuler, et là, il y a un lien qu'on n'a pas coupé. Et c'est pour ça qu'on dira, comme ça maintenant vous pouvez aller à la messe, c'est pour ça qu'on vous dira, ce qui est terriblement essentiel dans la dynamique familiale pour permettre à nos enfants de nous quitter, c'est quoi? C'est une des pièces maîtresses, c'est le pardon. Le pardon par lequel on lâche l'autre. On se libère de l'histoire dans laquelle on est, et en se libérant de cette histoire dans laquelle on est, on rend à l'autre sa liberté, on rend à l'autre sa solitude, si vous voulez, et à ce moment-là, on se donne la chance de pouvoir renouer de nouvelles relations sur une autre base, mais plus avec le passif, où on a des reproches à formuler, etc., etc. Donc, tout cela n'est possible que si on se réapproprie d'abord sa solitude, que si on accepte que l'autre ne m'appartient pas. Fût-ce mon enfant, il ne m'appartient pas, il a à vivre non pas la vie que moi je souhaiterais qu'il vive, il a à vivre la vie qu'il souhaite vivre, au risque de se tromper peut-être, mais c'est la sienne, ce sont ses erreurs, ce sont ses expériences. Moi je peux l'aider, mais je n'ai pas à lui dire, en tout cas, comment il doit vivre. Voilà. Et donc, c'est ça qui est en jeu, évidemment. Le dernier désir, je ne fais que le citer pour le coup, là c'est vrai, c'est tout simplement le désir qu'il y ait des choses qui nous soient dues. Nos enfants nous doivent quelque chose, ça c'est par rapport à la vie en général. Si je donne quelque chose à mon enfant, il me doit un merci, etc., etc. Et quand je serai vieux, il me doit de m'aider, enfin je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer. Et par exemple, quand on est parent, il est dû aux enfants de vivre. Donc on a des désirs où il y a des choses qui nous sont dues à tous les étages. Plus vous avez l'impression que dans la vie, il y a des choses qui vous sont dues, plus vous avez l'impression que les autres vous doivent des choses, vous êtes en train de faire votre malheur. Parce que l'expérience vous l'aura démontré, je suppose, il n'y a pas que moi, qu'on a beau le désirer, la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc ça, c'est le troisième désir qu'il faut lâcher. On n'a pas des enfants pour avoir des merci. Par contre, un enfant qui vous dit merci alors qu'il ne vous le doit pas, ça, c'est un cadeau. Et on ne le vit pas de la même manière, évidemment. Voilà, merci beaucoup pour votre patience. En tout cas. Merci.